Renacast. Tout passe et que en fait, quand on est au pied du mur, il faut trouver les ressources pour continuer, pour se relever et pour y arriver. Je crois que c'est le cadre, le bureau où je dois être de 10h à 19h, même si j'ai rien à faire. Ça me paraissait complètement dingue. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Et si la recette de votre réussite professionnelle n'était pas un livre de business, mais bien dans vos valeurs les plus profondes? Si chaque ingrédient de votre quotidien avait le goût de vos convictions? C'est le pari fou et réussi de mon invité du jour. Bonjour Sarah et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas. Je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui, Sarah, parce que on m'a pas beaucoup parlé de toi. Et puis, comme beaucoup de mes invités, je suis allé fouiller sur Internet, j'ai allé chercher les informations. Et plus j'avançais dans tes recherches, et plus je me suis dit qu'il fallait qu'on t'ait au programme, enfin sur Renacast, parce que ton histoire, elle prend racine super tôt et elle nous amène dans un monde parfois, alors que tout le monde connaît de l'extérieur, mais pas beaucoup de l'intérieur, hein. Et surtout toi, tu vas beaucoup plus loin que beaucoup de tes confrères ou de tes pairs. Et j'ai adoré le parcours que tu as fait jusqu'à là. Alors j'avais vraiment envie de te rencontrer, de discuter et surtout de distiller toutes tes inspirations, tout ce que tu fais au quotidien, parce que ça me semble hyper important, parce que c'est pas juste un travail ce que tu fais, ça va beaucoup plus loin. Et je pense que c'est important d'en parler et dans Renacast, mais partout ailleurs. Donc, j'ai envie de te donner un peu de visibilité aujourd'hui. Alors, du coup, moi, je sais beaucoup de choses sur toi, mais nos auditeurs ne te connaissent pas encore. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors je m'appelle Sarah, j'ai 42 ans, je suis traiteur. Il n'y a pas de féminin pour, le mot traiteur, donc ça m'embête un peu, mais voilà, je suis chef traiteur. Traiteur, donc traiteur à domicile, traiteur professionnel pour les collectivités, pour tout le monde, ou tu as un créneau bien spécifique? On est traiteur pour tous. Pour tous. Alors, tu peux définir ce que c'est que traiteur? Alors moi, je sais ce que c'est, mais potentiellement, c'est peut-être pas forcément connu par tout le monde. On l'a déjà vu, on a déjà croisé ces personnes-là sans forcément savoir ce que c'était. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait une intervention dans la classe de mon fils qui a 4 ans pour expliquer ce que c'était le métier de traiteur. Ouais. Heu et j'ai eu beaucoup de réactions donc je vais vous expliquer. On cuisine comme dans un restaurant, sauf qu'on apporte chez les gens ce qu'on cuisine. Donc ça peut être pour une entreprise, pour des particuliers, pour des collectivités, enfin voilà, tous les exemples que tu as cités avant. Hem Donc quand j'ai raconté, il y a beaucoup d'enfants qui m'ont parlé de l'hôpital et de leur papy ou de leur mamie qui était à l'hôpital et à qui on avait apporté des repas. Donc c'est un peu ça et on apporte des repas chez les gens qu'on confectionne avant. OK. Donc ça peut être des petites pièces cocktails que vous voyez sur les buffets, ça peut être des grands plats à partager, ça a beaucoup de formes différentes. OK, ouais. C'est hyper intéressant, d'avoir ce type de métier. Moi, je fais appel, régulièrement pour certaines de mes activités à des services traiteurs. Effectivement, il y a pas de féminin, mais j'étais en train de réfléchir à ce qu'on pourrait, mettre, mais je trouve pas ça très beau le reste, donc du coup, il Ça faudrait marche pas? inventer un nouveau mot. Non, c'est moche en plus. Faut pas, ça représente, ouais. Très Et féminin. il faut trouver, on cherchera. Écoute, si j'ai une super idée, je te la donnerai. Si j'en ai pas, enfin, si elle est pas bonne non plus, je te la donnerai également. Mais alors avant de devenir traiteur, traiteur, ça ne s'improvise, j'imagine pas. Moi, en tout cas, j'ai du mal à me concevoir, traiteur. Donc, ne serait-ce que derrière les fourneaux, je suis pas très doué parce que j'ai plutôt un manque de patience et attendre que les éléments cuisent ou les choses comme ça m'horripilent au plus haut point. Donc du coup, j'imagine qu'avant de devenir, traiteur, est-ce
chef finalement, est-ce qu'on peut considérer comme chef de cuisine? Enfin pas chef cuisinier, mais chef cuisinier, cuisinière? C'est un peu l'équivalent, non? Oui, tout à fait. C'est l'équivalent, je suis, presque chef de cuisine. Presque chef de cuisine, en tout cas de ton laboratoire, puisque j'imagine que tu as un laboratoire où tu dois Tout à fait. travailler. OK, c'est cool. On sait que tu es chef, que tu es, traiteur, mais avant de devenir ça, qui étais-tu? Comment en es-tu arrivé là? Est-ce que tu as fait des études pour ça? Est-ce que tu avais, un pendant pour ça? Peut-être que c'est, familial. Est-ce que, ta grand-mère, tes parents étaient déjà dans le monde de la restauration? Il y a plusieurs, petits ruisseaux qui m'ont emmenée, à ce métier-là. Le premier je pense est, familial, un peu déterministe. Heu, En fait, on a une grand-mère qui est toujours, qui a été, très jeune, bonne pour une famille de nobles dans les Landes. Je viens des Landes OK. et elle a commencé à travailler à l'âge de 11 ans et elle faisait la cuisine pour ces gens-là et après elle a continué à faire la cuisine pour son mari et ses 8 enfants et après elle a continué à faire la cuisine pour son mari, ses 8 enfants et ses 18 petits-enfants. Et j'étais l'aînée de ces 18 petits-enfants, donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle, j'ai passé beaucoup de temps dans sa cuisine, j'ai passé beaucoup de temps à manger sa cuisine qui reste pour moi la meilleure cuisine du monde entier. Donc il y a de ça, elle a transmis ça à mon père qui nous a qui a toujours cuisiné pour nous, pour notre famille, de façon extraordinaire aussi. Et il y a aussi un facteur géographique, c'est que mes grands-parents, ils viennent d'un village qui s'appelle Eugénie-les-Bains. Il y a un chef qui s'appelle Michel Guérard, qui a un restaurant, étoilé et mon père pardon, avait des sœurs et 2 de ses sœurs sont sorties et se sont mariées avec les secondes de Michel Guérard. Donc il y a des restaurateurs dans ma famille, dont un meilleur ouvrier de France, donc je pense à une petite influence. Et ils ont aussi influencé enfin, mes grands-parents ont beaucoup influencé ma cuisine et ma vision de la cuisine, c'est-à-dire qu'ils ont toujours mangé ce qu'ils produisaient. Donc chez mes grands-parents, il y a un immense potager, il y a des poules, il y a des cochons, et mes grands-parents, ils ont 98 ans, ils sont toujours là, ils sont en forme, donc je pense que l'alimentation a un impact sur, sur notre santé. Donc il y a ce petit ruisseau-là qui est quand même un petit fleuve plutôt qu'un ruisseau et puis, en fait, dès l'âge de 16 ans, j'ai aussi travaillé pour payer mes études et voilà, pour m'émanciper, j'étais serveuse et j'étais serveuse dans de très bons restaurants, dans de grands restaurants, donc j'ai aussi nourri à cet endroit-là une appétence forte pour la cuisine et puis j'ai fait des longues études de communication et quand j'ai commencé à travailler dans le monde de la communication, j'étais agente photographe et j'avais une boss qui était horrible, vraiment méchante et et je me suis dit: «Mais je veux plus jamais travailler dans ce milieu-là, c'est pas pour moi, c'est pas moi». Donc je suis retournée travailler dans des restaurants parce que ça, j'adorais ça. Être serveuse, je trouvais ça génial et voilà, c'est comme ça que j'ai C'est beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup. Merci, en tout cas, c'est hyper intéressant. Donc, ça devient de très, très loin, du coup, cette envie, cette passion, en tout cas pour la nourriture, parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi, la nourriture de ma grand-mère, c'est la meilleure. Alors, est-ce qu'on est objectif ou pas? Non, non, mais c'est toujours comme ça, effectivement. De la même manière, ma grand-mère avait, des poules, des vaches, enfin bref, comme beaucoup à l'époque, c'était des fermiers, moi, donc du coup, j'ai baigné également dans cette nourriture, dans cette odeur de cuisine dès 8 heures du matin où tu rentrais pour faire le petit déjeuner et mon grand-père, lui, avait déjà travaillé 4 heures et lui, il mangeait, consistement, son petit déjeuner alors que moi j'étais encore aux tartines au chocolat, tu vois? Et on avait un décalage assez énorme, mais j'avais le bœuf bourguignon qui cuisait, derrière avec cette odeur qui venait, me donner un appétit, folle. Donc
Déjà, tu as déjà des racines hyper intéressantes. Cette grand-mère, merci à elle de t'avoir, finalement fait baigner dans ses bouillons, au quotidien. Et puis cette évolution, alors, tu te lances dans des études, de restauration, de service ou, tu as des études plutôt classiques, un cursus, Non, classique? j'ai un master 2, j'ai fait un master 2 en communication, sciences et sociologie de la communication. J'étais vraiment fascinée par, la mode, le journalisme, les images. J'avais vraiment envie de travailler dans ce milieu-là, mais j'avais aussi très envie de voyager. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé et pour payer mes voyages, je devais travailler. Donc voilà, j'ai passé autant de temps à la fac que dans des restos et puis au final, C'est ouais, c'est cette école-là qui a le plus fonctionné chez moi, quoi. Ouais, donc l'école de la vie finalement, tu as plus apporté que l'école, le banc scolaire qu'on connaît, face à un tableau blanc, enfin un tableau vert peut-être, tu as le même âge que moi, ils étaient encore verts avec des craies. Donc du coup, tu commences à faire serveuse pardon et alors moi le métier de serveur, c'est pas quelque chose qui me vend du rêve, tu vois? J'ai l'impression d'être au service des gens, parfois malmené, voire mal aimé par, ceux que je sers. Peu de respect, enfin, tu vois? Je vois pas ça comme quelque chose de très positif de mon point de vue. Alors moi, je le fais pas évidemment parce que je n'aimerais pas, qu'on me traite de cette façon-là, mais je le vois au quotidien quand je vais manger. On claque des doigts pour appeler le serveur. Pour certains, on le hale au loin, on lui dit: «Hey, viens!» et sans aucun respect et toi, tu as kiffé ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as aimé et que enfin, comment toi, tu l'as apprécié? Qu'est-ce qui t'a apporté? Moi, j'ai aimé, le contact avec les gens. Encore une fois, je travaillais dans des bons établissements, de beaux établissements, donc les gens qui étaient là étaient contents. Mais pour moi, il y a aussi un truc, en effet, on est souvent méprisés, on pense souvent qu'on est des débiles et moi, j'adorais avoir des conversations hyper érudites avec des gens qui pensaient que j'étais une pauvre fille, en fait et je trouvais ça hyper important, en fait, de montrer que c'était enfin, pour moi, c'est un métier qui est vraiment super. On est là, on c'est un métier qui est difficile et on est vraiment au service des gens. On est là pour leur faire plaisir. C'est un moment éphémère et c'est un moment où on est vraiment à la disposition des gens et pour moi, en fait, c'est pas le service militaire qu'il faudrait rétablir, ça serait obliger chaque personne à aller bosser dans un resto. C'est la meilleure école de la vie, en fait. Parce qu'il y a un truc en plus, et c'est un truc d'organisation, il faut avoir un cerveau hyper, se rappeler de où sont chaque chose, où en est chaque table. Enfin, c'est vraiment un métier qui demande de la réflexion, de l'organisation, enfin, il y a et puis s'adapter à chaque type de personne. Il y a un truc aussi de l'ordre de la psychologie, genre à quel client est-ce que j'ai affaire? Comment je m'adresse à lui? Comment je sais le prendre, et comment j'arrive à ce qu'il passe un bon moment et moi aussi, en fait. Ouais, donc ouais, hyper intéressant. Ça devrait le service, militaire remplacé par le service en salle, finalement, c'est qu'un mot, donc pourquoi pas? Effectivement, ça pourra apporter et puis le service aux autres est hyper intéressant. J'ai eu, au micro de Renacast, Grégory Ollier qui était lui, service militaire, qui me parlait de liberté, dans l'armée. Il avait, sa liberté à lui, c'était de protéger celle des autres. Toi, dans le service, en salle, ben, finalement, ton épanouissement, c'est de faire, d'apporter des moments éphémères de qualité à tes hôtes à ce moment-là. Donc ouais, c'est un peu dans on a des similitudes effectivement. Je sais pas si ça apporte exactement les mêmes choses, mais en tout cas, ouais, je vois bien l'image, de ça. Faudra peut-être le présenter au prochain programme présidentiel, qui sait? Ça apportera peut-être pas mal, de choses à nos jeunes, maintenant. Alors du coup, oui, j'imagine, donc tu nous donnes pas mal de choses intéressantes parce que serveur, tu vois, moi je le voyais, il prend la commande, il va, il donne et c'est terminé, on n'en parle pas. Mais toi, tu amènes autrement. Donc de la réflexion déjà, prendre les commandes, de s'adapter aux gens puisque toutes les personnalités sont différentes. Comment tu fais? Est-ce que tu as un truc? Tiens, je te pique tout de suite des tips. Est-ce que tu as un truc pour les jeunes qui voudraient se lancer ou les moins jeunes d'ailleurs, qui voudraient se lancer et s'adapter à toutes les personnes qu'on a qui viennent devant nous? Alors toi, c'était dans la restauration, mais on peut peut-être appliquer ça à d'autres corps d'activité. Comment tu fais pour t'adapter à toutes les personnes que tu croises très rapidement? Parce que tu as pas non plus 2 heures, pour discuter avec la personne. Bah, il y a déjà un truc de l'ordre de l'intuition, je trouve qu'on dit beaucoup de choses sans parler, on exprime beaucoup de choses sur,
déjà l'endroit où on se trouve, la façon dont on est habillé, de façon très basique, la façon dont on s'exprime. Voilà, c'est juste de l'analyse, et de l'intuition et Analyse d'intuition, ouais. oui, prendre le temps de voilà, d'observer les gens qu'on a en face de nous et de je sais pas, moi, dans mon cerveau, il y a une petite matrice qui dit: «Ah bah ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça» et puis d'attraper un peu des choses qui font qu'on va nouer un lien, nouer une discussion, commencer une discussion. Ça marche pas à tous les coups évidemment, mais quand ça marche, c'est chouette. Ouais et c'est tu vois ce que tu dis, ça marche dans le commerce en général. J'ai une autre activité où je gère des commerciaux et effectivement, je leur dis toujours de s'adapter à leurs personnes, aux personnes qu'ils ont en face d'eux, en attrapant quelque chose sur lequel ils pourraient, s'attarder un petit peu. Alors ça peut être effectivement l'habillement, hem s'habiller de la même manière que la personne, on fait partie du même groupe, savoir si la personne est plutôt, dans son discours, familier, plus pointu dans le discours, donc s'adapter aussi à la discussion. Évidemment, on va pas balancer un wesh à quelqu'un qui est, de la haute société, à chaque bout de phrase, et ça, c'est hyper intéressant et l'intuition, c'est hyper intéressant. C'est juste garder ses sens en éveil pour réussir à récupérer ce que la personne nous donne, inconsciemment et tu l'as pas dit, mais et tu l'as laissé sous-entendre. Parfois, juste la gestuelle, l'endroit, le lieu, l'habillement, Oui. permet effectivement de s'adapter et d'échanger avec la personne. Un autre point que tu as souligné, c'est la mémoire. Non, tu l'as pas dit comme ça, mais se rappeler. Pour moi, le service, c'est hyper compliqué. Tu as 10 personnes, 10 convives autour de la table. Moi déjà, tu me passes ta commande, je vais te demander 17 fois ce que tu veux avant d'aller voir au bar. Tu sais, quand je suis entre amis, puis qu'ils me disent: «Ah bah tiens, moi je vais prendre une limonade, puis moi je vais prendre ci». En plus, je connais mes amis, mais et à la fin, j'arrive là-bas, je fais: «Alors, je sais plus ce qu'ils voulaient». Est-ce que, tu travailles ta mémoire d'une manière spécifique pour pouvoir maîtriser et garder, peut-être de manière éphémère en l'occurrence, la commande? Est-ce qu'il y a un truc, un tips que les serveurs nous disent pas et qu'il se passe de génération en génération de serveurs? Non, mais j'ai entre autres héritages, on a une mémoire absolument, phénoménale. Mon grand-père a une mémoire incroyable, mon père a une mémoire incroyable et j'ai une mémoire, assez puissante. Je me rappelle de beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est parfois très pénible. Ça prend beaucoup de place dans ma tête, mais oui. Je Donc pas de tips, tu le travailles pas, c'est non, naturel, tu as cette chance, bravo, ça arrive pas à tout le monde. mais après, Heu, le service permet ça. Il y a un truc très, de mouvement. Je pense que d'être toujours en mouvement, ça oblige aussi le cerveau à être lui aussi en mouvement et donc à être hyper alerte. ouais, effectivement, et puis d'interagir rapidement avec les gens peut te permettre peut-être de coller, le produit à la personne. Mmh. Enfin, je sais pas, je suis toujours surpris, de cette mémoire, qu'on ait savoir. Alors les nouveaux, ils ont moins parce que maintenant ils ont des petites tablettes, ils cliquent dessus et Mmh. ça envoie à la cuisine, Il y a donc on perd peut-être ça. encore, il y a encore des serveurs dans les bouillons où, on est 15 et le mec il retient dans sa tête et il il oublie rien, quoi. Ouais, ça c'est fou, hein, c'est impressionnant et dans les bouillons justement, en plus avec cette classe, sans être un étoilé, on a tu vois les bouillons, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Tu es la bonne cuisine, pas cher et en plus tu as les gens, ils ont la classe qu'on n'a plus aujourd'hui, partout, bien sapé, enfin tu un Ouais. service d'avant, que je vais faire le vieux con, mais que je regrette presque, parce que c'était ouais, tu avais envie d'y aller pour l'endroit, pour le moment, presque plus que pour la cuisine des fois, tu vois? La cuisine devenait peut-être secondaire parce que l'endroit était tellement bien, que tu avais envie d'y aller. Donc je trouve ça génial. Les bouillons, sont vraiment exceptionnels. Alors du coup, tu œuvres dans la restauration très haut, bah, disons très haut de gamme, hein, finalement. Tu voyages, grâce à la restauration, tu gagnes de l'argent et tu continues d'être serveuse ou travailler dans la restauration dans tous les pays où tu vas? Oui. Ouais. Et comment Ouais. tu fais quand tu vas dans un autre pays? Bonjour, tu te présentes à la porte d'un restaurant, que tu as choisi en plus et tu dis: «Bon, ben, moi je vais être serveuse, vous allez me prendre et je commence dans 2 heures». C'est ça? Ça marche, ça a marché en Australie. En Australie, de toute façon, les Français, sont catégorisés comme les rois de la restauration, OK. donc aucun problème. Française, à Sydney qui veut travailler dans un restaurant, c'est
fastoche. OK, et dans les autres pays, plus dur visiblement? Non, ça a marché, ça a pas marché partout, mais ça a T'as jamais eu marché. de difficulté de trouver? Parce que quand tu partais, c'était des courts séjours ou tu te disais: «Non, je vais m'installer pendant X mois et puis, quand j'en Ouais, aurai marre, je partirai»? l'Australie, j'ai fait ça. Après, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, mais ça, c'était un voyage en bus, c'était, là, j'ai pas travaillé, j'ai juste, visité et fait la fête. Et après, c'est mes études, j'étais en Erasmus, en Italie, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Prague. Enfin, ça m'a emmenée dans plein d'endroits différents où j'ai dû faire des petits boulots pour OK. subvenir à mes besoins, quoi. Bien sûr, et Et donc après, là, toi, tu j'imagine. atterris. Ouais, c'est vrai, effectivement, et tu atterris donc, ensuite, suite avec tes études de communication dans, agent de photographe. Là, ça te plaît pas du tout. Pourtant, ça fait rêver pas mal de monde, la photographie, l'image, le beau, tu vois? Le bling bling, les trucs qu'on voit à la télé, TF1 ou dans les différents, et toi, ce qui te plaît pas, c'est la personne que tu as ou c'est carrément tout l'univers qui te déplaît? Je crois que c'est le cadre, le bureau où je dois être de 10 heures à 19 heures, même si j'ai rien à faire. Ça me paraissait complètement, dingue de pas pouvoir partir avant, quand j'avais fini, ou de pas pouvoir arriver plus tard. Et puis c'est les personnes qui m'entourent, les gens qui m'entourent, le travail qu'on me demande de fournir, le salaire qu'on me donne en échange, le la le la considération quasi inexistante pour, ma personne, ce que je fais, qui je suis, aucun intérêt. Heu, ouais, très vite, je me rends compte que c'est hyper, vain, qu'il y a aucune profondeur, que c'est que des trucs de paraître. Voilà, moi, je viens de la campagne, quoi. Je c'est pas, je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi on est là, en fait. Je comprends pas pourquoi on se parle comme ça. Je comprends pas pourquoi on vit comme ça, en fait. Ça me dépasse complètement. Pas du tout aligné avec tes valeurs Pas personnelles? du pas du tout. Ouais, je comprends, et tu pas la seule à te rendre compte que le présentéisme, est totalement inutile, illusoire. En fait, on travaille pour travailler, on fait des heures pour travailler comme si on avait besoin de toutes ces heures-là, et tu pas la première à me le dire, hein. Sur Renacast, il y en a plusieurs qui ont quitté leur job en se disant: «Ouais, mais moi je finis dans 2 heures, j'ai terminé. Pourquoi je reste 7 heures, en fait? Ou alors donnez-moi autre chose à faire». Mais non, en fait, il fallait faire, et ce qui faisait qu'à la fin, bah, alors il y en a un qui m'a dit en off, du coup, bah, j'ai commencé à fumer pour prendre des pauses, pour partir du bureau, pour sortir. Et j'étais plus souvent à la cafette ou au café que devant mon ordinateur parce qu'en fait, je comprenais pas l'utilité de ça. Alors toi, bon, tu plus du tout aligné, je comprends. Comment à un moment ça fait assez déclic dans ta tête pour te dire: «Il faut que j'arrête»? Est-ce qu'il y a un moment précis, que tu te souviens qui t'a dit: «Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il faut que je trouve autre chose, il faut que je fasse autre chose»? Bah, ma boss me disait quasiment tous les jours que j'étais nulle. Ah oui, c'est Donc au totalement bout d'un moment, bon, en fait, ça m'a j'étais déprimée. J'étais profondément déprimée. Je vivais à Paris, je gagnais pas d'argent, donc je bossais le soir comme serveuse parce que j'avais besoin de gagner ma vie, quoi. de vivre. Hem Et en fait, je me disais: «Bah, autant que je fasse que serveuse», parce qu'être là toute la journée pour ne rien apprendre, me dire que je suis nulle et enfin, c'est pas possible, quoi. Ça a pas de sens. Et donc un jour, bah, je me suis dit: «J'arrête, c'est fini». Et tu vas la voir et tu lui dis, «Bon, bah, ça y est, j'arrête, Je la dis: «Non». madame». Elle me dit: «Non». Je dis: «Comment ça, non?» «Tous les jours, tu me dis que je suis nulle, enfin, je pense que ça ne va rien changer à ta vie, que je sois là ou pas». Elle m'a dit: «Non, mais on a besoin de toi». J'ai dit: «Oui, tu as besoin de moi pour avoir un souffre-douleur et pour, maltraiter quelqu'un», mais bon, je ne lui ai pas dit ça évidemment, mais c'est ce que j'ai Tout à pensé. bien sûr. Mais j'avais même pas de contrat, j'étais en auto-entrepreneur, elle voulait pas me faire de contrat, enfin, c'était hyper précaire de toute façon, donc voilà. J'ai dit: Il f «Au revoir». Tu bien fait. Donc tu en plus, tu étais pas salarié pour elle, donc oui, tu pouvais t'arrêter du jour au lendemain, comme tu l'as voulu, et d'ailleurs, tu t'es arrêté du jour au lendemain ou tu lui as laissé un petit répit? Non, je lui ai laissé un petit répit.
Ah, tu gentil en plus. Ouais. Ah, c'est sympa et une fois que tu as fait, ça y est, tu as fini, donc tu es toujours serveuse en attendant, quoi qu'il arrive. Ça devient ton activité principale donc en salariat, enfin j'imagine à ce moment-là? Ou, tu te dis: «Non, je vais faire autre chose, il faut que je réfléchisse à plus grand ou différent?» Non, en fait, entre-temps, il y a mon oncle, qui est meilleur ouvrier de France, qui a des restaurants à Lyon, qui m'appelle et qui me dit: «Voilà, on a envie d'ouvrir une affaire à Paris, est-ce que ça t'intéresserait de la gérer?» Je dis: «Ouais, bien sûr, franchement, avec plaisir, mais il faut quand même que je me forme à être directrice d'un établissement», parce que j'avais 29 ans, je pense, à l'époque, donc j'avais bossé dans plein d'établissements, mais j'avais jamais géré de gens, jamais géré un établissement. Et je suis allée voir un copain qui avait un resto dans le Marais. Je lui dis: «Voilà, j'ai besoin de me former. Est-ce que tu veux bien me prendre?» Il m'a dit: «Oui, je te prends. Viens, tu seras directrice de mon restaurant et je vais te former à être directrice de mon restaurant». C'est énorme. Ouais. Donc Et du du coup, coup, tes relations sont hyper intéressantes. Là, tu le dis comme ça à l'air de rien, mais finalement tu te sers de tes amis, de ta famille. Enfin, tu te sers, je vais enlever, tu ne sers pas. Tu t'appuies sur eux, pour progresser. Alors, tu as une partie qui est hyper intéressante, ton oncle qui te donne la gestion, d'un restaurant et puis après tu vas chercher autour de toi dans ton premier cercle, quelqu'un qui peut t'accompagner, et ça c'est fou. Beaucoup ne savent pas le faire. Est-ce que ça t'a semblé naturel d'aller, voir ton ami? C'est la première chose à laquelle tu as pensé ou tu t'es dit: «Bon, je retourne à l'école, je vais devenir directrice, donc il me faut un diplôme»? Enfin, quelle a été la première image qui t'est venue en tête? alors je me suis jamais dit qu'il fallait que j'aille à l'école, OK. parce que pour moi, à l'école, j'avais appris des choses très théoriques et très enfin, pour moi, c'est je suis hyper contente d'avoir fait 5 ans d'études supérieures. J'ai appris énormément de choses. Voilà, j'ai eu accès à un savoir que j'aurais jamais eu, en dehors de ce cadre-là. Non, alors, il faut savoir, moi, je dis toujours «oui». Je dis «oui» et après on voit comment on fait, mais je dis toujours «oui». Donc j'ai dit «oui» et après je me suis dit: «OK, tu as dit «oui», il faut quand même qu'à un moment, si ça arrive», alors, spoiler alert, ce n'est pas arrivé, ils n'ont jamais ouvert ce restaurant à Paris, mais moi j'allais dans cette idée-là, donc je me suis dit: «Bah, il faut que je trouve un moyen de me former» et je suis allée boire un verre dans ce resto avec mon pote et il m'a dit: «Bah, vas-y, viens, voilà, viens, C'est fou. viens», mais c'était 6 mois après, donc entre temps j'ai bossé, j'ai bossé dans d'autres restos, enfin, c'était super et après, ben, au mois de mai, j'ai pris ce poste de directrice de restaurant. Et comment tu t'es sentie sur ce poste-là? Tu arrives sur une nouvelle activité, alors une nouvelle activité plus ou moins, mais quand même un cadre complètement différent, une posture différente de ce que tu avais d'habitude. Comment on se sent quand on arrive de nulle part, enfin de nulle part, qu'on n'a pas cette, corde à son arc pour commencer et comment le premier jour, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu te souviens de cette journée-là? Je me rappelle complètement de cette journée-là, j'étais hyper, stressée, je me sentais, une imposteur. C'est un sentiment qui m'habite souvent et voilà, j'étais un peu perdue dans ce truc-là mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que la personne qui m'a fait confiance, elle m'a vraiment fait confiance et elle m'a vraiment formée. Ouais, Donc ça c'est bien. hyper important et elle m'a formée dans j'ai tout vu quoi. Le très bon comme le très mauvais de la restauration, comment la difficulté La restauration, c'est un métier compliqué, de enfin la c'est restauration. très, très compliqué. Ouais. Et pendant ce temps-là, tu es salariée chez cette personne-là ou tu es oui, il t'a salariée en tant que directrice directement? Mmh. C'est fou ça, c'est génial. Enfin, c'est quand on peut le faire, c'est top, hein. Donc, si jamais on peut donner un conseil, allez voir, votre entourage proche quand vous cherchez à changer d'activité et potentiellement, ils peuvent vous aider. Et tu vois ce que tu dis, en filigrane finalement, c'est faut pas oser, faut pas avoir peur de demander en fait. Hem Beaucoup Non. auraient fait, moi le premier et je me serais tout seul dans mon coin en me disant: «Faut que je trouve un truc, je vais me débrouiller, les tutos YouTube, machin, machin». Toi, tu montres en fait que poser la question, aller, donner aux autres, tes peurs, tes craintes, ça te permet d'avancer et franchement, jamais j'aurais fait ce que tu as fait là. Rien que ça, c'est un
un conseil qui est exceptionnel. Tu t'en rends pas compte parce que tu l'as fait, que ça te semble naturel. Je te vois, tu es en train de sourire en disant: «Bon, j'ai rien fait de particulier, c'est normal, pourquoi?» Mais non, c'est pas normal, c'est pas pas c'est un pas qui est très difficile. J'en ai discuté avec pas mal de monde et Lucie Lebaz qui m'en a parlé dans un épisode de Renacast, qui a fait un livre qui s'appelle «J'ai peur mais j'y vais», tu vois? Bah, ça ressemble bien à ce que tu dis. Enfin, en fait, n'hésitez pas, allez, posez les questions, osez, demandez de l'aide et ça marche. En fait, au pire quoi, comme dirait Magali, au pire quoi, bah, au pire quoi, rien en fait, il se passera rien, on reste en vie à la fin. On aura essuyé peut-être un échec, mais est-ce que l'échec n'est pas un pas vers, la prochaine réussite? Et ça, tu le montres très bien, mais ça, ce qui est amusant, c'est vraiment que pour toi, ça a l'air tellement naturel, que, ça passe comme ça d'un revers de main et à mon sens, ça ne l'est pas. Et puis après, tu nous parles du syndrome de l'imposteur qui te suit visiblement, encore et encore. Je te rassure, tu n'es pas la seule, mais tu le sais, hein, il y a à peu près, 1 milliard de personnes qui a ce syndrome-là et encore une fois, Lucie nous le dit, elle l'a nommé le syndrome de l'imposteur, elle l'appelle son Gérard. Tu sais, c'est le petit démon qui est sur son épaule, qui est là pour te protéger, en fait. Il est là pour te dire que, en fait, ouais, mais c'est bien que tu restes à la maison, c'est moins dangereux que de sortir, par exemple, tu vois? Parce que là, c'est cocooning, tu vois? Tu as le canapé, tu as ton petit plaid s'il fait froid, enfin, tu as bien là, pourquoi tu vas dehors? Et le syndrome de l'imposteur, c'est ça, il fait tout pour te dire que tu vas pas y arriver et que c'est mieux où tu en es là. Donc quand tu as compris ça, je t'invite si jamais, tu as pas lu son livre, d'aller lire. Je lui fais de la pub, mais j'ai adoré son bouquin et je la trouve formidable. Donc, je t'invite à aller le lire. Il est très facile à lire. Il y a plein de petits exercices. Mais ouais, donc le syndrome de l'imposteur. Et comment tu arrives à passer outre le syndrome de l'imposteur, toi? Mmh. Mmh, j'y arrive pas, je crois. En fait, c'est des moments, quoi. Il y a des moments où vraiment je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous là? Je fais n'importe quoi». Et puis on va me dire: «Ah c'est super, ce que tu as fait c'était super, on a trop bien mangé, c'était génial, merci, tu es la meilleure». Et là je me dis: «Ah non mais en fait c'est bon, je suis à ma place». D'accord. Donc c'est le retour des autres qui fait que tu restes où tu es, parce que si tu y arrivais pas, tu serais pas Oui, encore dans la restauration aujourd'hui. oui, c'est vrai. Oui, c'est le retour des autres. C'est important, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut parler. Il faut di Moi je raconte ma vie en permanence, quand ça va pas, je le dis, quand ça va, je le dis. Enfin voilà, je suis très, très transparente. Et tu vois, si j'avais pas dit à mon pote, bah voilà, moi j'ai besoin de me je pense que je l'ai raconté à plein de gens que j'avais besoin de me former et voilà, je pense il faut dire les choses, il faut parler. Mmh. Il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte. C'est Ouais. hyper important et être honnête. L'honnêteté, c'est vraiment, le truc le plus génial du monde, quoi. Ouais, effectivement, hein. Et étonnamment, plus on est soi-même, plus les gens se reconnaissent en nous, et vont dans notre sens, enfin, en tout cas, s'approprient notre histoire, parce qu'on a souvent les mêmes problématiques. En fait, on a tous des Oui, le problèmes comme partage tous les jours. d'expérience, Ouais. c'est le meilleur. C'est ce qui nous permet à tous d'avancer. Mmh. Et pas gommer une histoire. Donc ça, c'est important. Dans le personal branding, on nous explique que c'est important de parler de son histoire. On n'est pas banal, tu vois? Ton histoire, même si toi, tu la trouves simple, moi, bah, je te le dis depuis le début, à chaque fois, tu nous donnes des informations qui te semblent, évidentes. Pour moi, elles ne le sont pas. J'ai pas le même parcours que toi, évidemment, mais et c'est pas banal et en parler, c'est hyper intéressant. Alors tu t'épanouis, donc tu es directrice à ce moment-là. Comment ça et c'est aujourd'hui, tu n'es plus directrice de cet établissement? Non. Comment ça s'est terminé? Est-ce que, à un moment donné, on n'avait plus besoin de toi? Est-ce que toi, tu avais envie de passer à autre chose? Comment, on arrive à la fin d'un poste qui est plutôt bien? Parce que sur le papier, directrice quand même, ça claque, non? Je vais être très honnête, comme je viens de dire qu'il fallait être très honnête, je vais l'être. Ça a très, très mal fini. J'ai fait une dépression, une vraie dépression où j'ai dû prendre des médicaments et j'ai pas pu travailler pendant 2 ans, ce qui est une longue période. Donc ça s'est très mal fini très mal fini, pour plusieurs raisons. Je travaillais beaucoup, 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 je travaillais de nuit, ce qui est
hyper mauvais pour, tout le monde, de travailler la nuit et j'avais beaucoup de pression et voilà. J'ai fini par craquer. OK. Et Donc 2 ans pour réussir à t'en remettre. Aujourd'hui, tu as réussi à passer outre ça et faire le bilan de tout ça pour t'en servir? Ou c'est encore en toi un petit peu et parfois ça revient? je pourrais te dire que ça a été la pire et la meilleure période de ma vie. C'était très dur, c'est une dépression, c'est très violent, ça fait mal physiquement, ça fait mal psychologiquement, mais c'est ces 2 ans qui m'ont permis, bah, de me dire que je voulais travailler pour moi, que je voulais faire des choses pour moi, que je voulais faire des choses pour les autres. Enfin, en fait, c'est là que le projet il a commencé et qu'il a mûri. En fait, ces 2 ans, ils correspondent aussi aux 2 ans de chômage que j'ai eu en partant de ce poste et en fait, je me quand j'ai en fait, j'ai commencé à monter ma boîte à ce moment-là, à la fin du chômage. Heu, En fait, j'ai commencé à travailler et immédiatement alors c'est pas bien, il faut pas le faire, mais j'ai arrêté de prendre des antidépresseurs. Vraiment naturellement, j'en avais plus besoin, je sentais que j'en avais plus besoin. Je me suis dit: «Putain, tu viens de te prendre 2 ans de dépression, tu as survécu à ça, donc en fait, tu es capable de tout. Si tu as survécu à ça, en fait, tout est possible» et voilà, ça a été le début de ma nouvelle vie, Génial. de cette Et entreprise. donc c'était le pire, mais le meilleur moment finalement. Ça t'a permis de mettre un pied dans ta nouvelle vie et cette nouvelle vie, c'est quoi? Donc ça y est, c'est ton activité, tu l'as construit. Tu pendant ces 2 ans, tu l'as réfléchi ou tu as vraiment attendu la fin des 2 ans en te disant: «Bon, bah, maintenant, il faut que je fasse quelque chose et c'est ça que je veux faire» et comment tu l'as commencé à le monter dans ton esprit? Alors, il y a eu 2 événements. Il y a eu un premier événement qui était, j'ai 2 super copines qui ont monté un festival de cinéma à Bordeaux, et en fait, je leur ai dit: «Bah, moi, j'adore faire la cuisine. Est-ce que je peux venir, faire le catering de votre festival?» Elles m'ont dit: «Mais évidemment». Donc j'y suis allée. Là, vraiment, je ne savais rien faire. C'est-à-dire, je ne savais pas cuisiner à part ce que je faisais chez moi, des pâtes mais encore une fois, je me suis dit: «Je peux le faire, je peux le faire». Donc j'ai pris des livres de cuisine et j'ai fait des recettes et j'ai nourri, des gens, pendant une semaine et en parallèle, j'avais une copine qui bossait dans un cinéma à Paris qui me dit: «Il y a le traiteur du cinéma qui va arrêter, elle cherche quelqu'un pour reprendre, est-ce que ça t'intéresserait?» Je dis: «Évidemment», comme je t'ai dit, je dis oui à tout. Donc j'ai: «Évidemment, ça m'intéresse». J'ai pas ouvert mon resto il y a 3 ans, donc là, je vais peut-être avoir mon traiteur. Donc je rencontre cette personne qui me dit: «Oui, oui, bah, vas-y, pendant 3 mois, on bosse ensemble et puis après je te file tout, quoi. Je te donne mon business». Je dis: «Génial». Donc j'avais jamais été traiteur, mais bon, pareil, je me dis, «Je vais y arriver». Donc mon copain qui a le restaurant me prête sa cuisine, je cuisine, après je me loue un labo, je m'achète un véhicule réfrigéré. Enfin voilà, je me dis: «Bon, c'est ma nouvelle vie, donc il faut que je prenne tous les accessoires, nécessaires pour cette nouvelle vie». Et encore une fois, cette dame me dit au bout de 3 mois: «Bah, finalement non, je te donne pas ma boîte, je la garde». Donc je me retrouve avec tous les accessoires du traiteur, mais sans le business. Je suis aussi tombée enceinte au même moment OK. et alors ça aussi, ça donne une énergie, incroyable. Donc je me suis dit: «Bah, vas-y, en fait, j'y vais, quoi». Et donc là, j'ai pris mon ordi, j'ai envoyé des mails à plein de gens en disant: «Voilà, je suis traiteur, j'ai besoin de bosser, bosser, faites-moi confiance», et voilà. Et J'ai et commencé alors comme tu envoies des mails à plein de gens, OK, qui? Enfin, tu prends Google, tu fais, restaura non, ah, mais tes pas. potes, Mmh. encore le premier cercle or Ouais. et tu as des réponses positives à ce moment-là? Mais tu as beaucoup de potes, en Alors fait. je sais pas comment ce mail atterrit, au pavillon de l'Arsenal, qui est un lieu, qui gère un peu les projets d'architecture, pour la ville de Paris. On me dit: «Voilà, on a eu votre contact, OK». Et donc j'ai commencé à bosser avec eux et j'ai beaucoup travaillé avec eux. Je travaille encore avec eux, c'était il y a 8 ans, 9 ans.
C'était il y a 9 ans et c'est toujours mes clients et c'est mes premiers clients et c'est pareil avec le groupe Marie Claire et voilà, Marie Claire et Pavillon d'Arsenal, c'est les premiers à m'avoir pareil chez Marie Claire, j'avais une copine qui était en stage, qui a dit: «Arrêtez tout». J'ai une copine qui est traiteur, on fait une dégustation, j'y suis allée, il y avait plein de gens et ça a bien marché et voilà, mon nom a circulé chez Marie Claire et en fait, C'est ça va génial. assez vite et ça a toujours marché, et ça marche encore par le bouche à oreille. Ouais, mais c'est impressionnant. Tu te souviens du contenu de ton mail que tu avais envoyé à tous tes contacts? Il faudrait presque l'encadrer parce que moi je veux le même mail. Comment d'un simple mail, d'une frustration de ne pas pouvoir, mais pas même d'un échec presque, on pourrait le dire, de ne pas pouvoir reprendre la boîte qu'on t'avait promise, tu t'envoies un mail, ce mail, il est assez puissant, pour que tes potes et tes contacts le fassent suivre. Il doit être exceptionnel ce mail. Je le veux. Même pas? Non, encore une fois, je pense qu'il était très honnête, disant: «Bon, bah, voilà, je suis en galère, aidez-moi». Parce que là, j'avais pas de chômage, j'avais rien, donc j'étais à poil, quoi. Il fallait que je travaille. Ouais. Et OK. Donc ouais, c'est ça, c'était un appel à l'aide par mail que tu as envoyé à tout ton fichier contact et ben, écoute, mais franchement, c'est génial, hein, en vrai, et il faut avoir le courage de le faire. Alors tu le vois peut-être pas comme ça, mais il faut avoir le courage de le faire, de le demander, de dire aux gens: «Honnêtement, il faut que vous m'aidiez. Là, j'y arrive plus». Mais c'est pas simple, hein, c'est pas simple. J'aime beaucoup. OK, et donc du coup, tu trouves tes premiers clients par le bouche à oreille. Donc encore une fois, le bouche à oreille, ça reste une super solution. Mais je me souviens dans une discussion qu'on a eue, précédemment, tu me disais que tu étais pas trop réseau en plus, tu aimais pas faire les cowork les pas les coworking, les apéritifs entrepreneuriat, des choses comme ça. Et mais malgré tout, tu fais travailler ton réseau, mais ton réseau personnel, enfin travailler, tes contacts personnels vont t'aider. Et comment tu fais pour que, enfin c'est plus des contacts, c'est des amis en fait. Je sais pas, est-ce que tout le monde t'aide de la même manière? Est-ce que tu as un truc qui fait qu'on t'aide plus que les autres? Bah, je suis sympa, je crois. Je suis sympa et honnête, donc je pense que les gens, ils aiment bien ça. Ouais. Après, encore une fois, comme je te dis, moi, je parle beaucoup, je parle à tout le monde, je j'ai un une aisance, sociale, donc c'est plutôt pratique et je pense que ça vient aussi du service, de parler à tout le monde, de voilà, de pas avoir peur de parler aux gens, de peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, si tu veux, je j'ai pas de crainte à m'adresser à qui que ce soit, en fait. Ouais. Mais ça peut Oui, être la maman de l'école quand je vais emmener mes fils au parc, au boulanger, enfin voilà, je voilà, je parle à tout le monde. ouais. Donc pas Et j'ai de des amis depuis, 25 ans, enfin voilà, j'ai un truc aussi de fidélité, voilà, de garder d'entretenir de bonnes relations avec les gens et c'est important. Ouais, c'est important. C'est bien, c'est beau. Tu vois, moi, j'ai un prisme qui m'embête, qui est toujours avec moi, c'est cette une timidité maladive, tu vois? Avoir peur du regard des autres. On m'a dit que la timidité, c'était en fait le fait, enfin, de juste ne pas vouloir faire, en fait. En gros, c'est tu te caches derrière de la timidité pour pas approcher les gens, pour pas avancer et qu'en fait, c'est moi qui veux pas le faire. C'est pas la timidité, c'est juste une excuse. Toi, tu as pas l'air de l'avoir et c'est ce qui est c'est hyper intéressant de se dire que, plus on est vrai, plus on dit la vérité, plus on est soi-même, plus on avance, plus les gens nous aident. Donc ça devrait me soigner ça, tu vois? Je vais le prendre en médicament plusieurs fois ce que tu dis et ça devrait soigner pas mal de monde et aller, c'est un super conseil que tu donnes. Discutez avec les gens, soyez vrai, ça marche très bien. D'ailleurs, là, tu crées donc ton activité. Ça y est, tu as plus le choix. Maintenant, tu vas à l'URSSAF, tu Ouais. dis: «Ben, voilà mes statuts». Tu te balances en auto-entrepreneur au début ou tu Non, décides déjà? non, j'ai monté direct une SASU. Parce qu'en fait, j'avais des employés, je devais gérer les employés. En fait, je reprenais une boîte avec, 10 employés. Donc j'avais besoin d'avoir une structure qui pouvait accueillir, des salariés. Ouais, et tu te fais accompagner pour une SASU ou enfin ou pareil, tu vas, tu te Ouais. dis: «Bon, ouais, je vais prendre ça parce que ça me semble bien»?
Bah, encore une fois, c'est le comptable de mon pote qui avait le resto qui voilà, c'est quelqu'un de très important, Mika, qui est toujours mon ami et que j'appelle très souvent et voilà, qui est quelqu'un de très, très important dans ma vie et il m'a dit: «Bah, appelle mon comptable, il est cool». Donc j'ai appelé son comptable qui m'a dit: «Bah, on fait ça, on fait une SASU, je pense que c'est le mieux pour vous, machin» et puis après je vais aller voir j'avais pas une thune, j'avais zéro. J'ai taxé 1 000 € à mon mec et je suis allée voir mon banquier, j'ai dit: «Voilà, j'ai 1 000 €, il faudrait que j'ai 15 000 pour acheter ma voiture, avoir un peu de trésor». Et c'est le banquier de ma banque au bout de ma rue, il m'a dit: «OK, je vous suis. 15 000, je vous suis». Génial. Et voilà. Il te suit sur un projet, tu avais déjà bien défini ton projet quand tu es allé le voir ou ouais, Non, pas du tout, je suis quelqu'un de très, à l'arrache, comme on dit. Donc c'est encore, mon mec qui m'a aidé, qui m'a fait un business plan sur Excel, mais avec, des chiffres bidons qu'on sortait de nulle part, quoi. Je suis allée avec ça et puis voilà, je lui ai raconté ma vie et il m'a dit: «OK, c'est bon». OK et du coup, tu crées la boîte, donc c'est une SASU, donc c'est pas un nom propre, donc tu lui crées un nom et quel est ce nom? Alors le nom, c'est Café Cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors je vais te raconter l'histoire de Café Cœur. Avant de monter un traiteur, je voulais ouvrir un camping où on pourrait faire, du yoga, voir des films, un endroit, sympa, sexy quoi, pas un camping, comme on a l'habitude d'en voir et je m'étais dit que ça serait trop cool de l'appeler Camping Cœur, comme c'est un camping-car, mais c'est camping-cœur et voilà et quand j'ai monté, enfin quand j'ai dû trouver un nom pour le festival de cinéma, parce que c'est là quand même que j'ai fait mon premier traiteur, bah, je me suis dit: «Café Cœur». C'est pas le camping-cœur, mais c'est le café cœur, quoi. Sachant qu'on fait du café qui est pas très bon. Enfin, à ce moment-là, au festival de cinéma, on faisait un café qui était dégoûtant. Donc c'était assez drôle de OK. s'appeler On café. on le buvait avec le cœur, on le dégustait avec le cœur plus qu'avec les papilles. Ça marche aussi, hein, c'est une façon de voir. Comme je te disais au début, des fois, je vais dans des restaurants qui sont pas excellents. C'est pas les meilleurs restaurants du monde, mais tu as une ambiance, tu as tout un environnement qui fait que mon repas, il est exceptionnel, parce que les personnes que je croise sont importantes, sont géniales, qu'elles diffusent de la bonté et d le repas. Bon, je suis nul, j'aurais pas pu le faire, c'est sûr, mais je pense pas que ça soit un grand repas. J'ai mangé beaucoup mieux, mais ça n'empêche que j'y retourne juste pour le cadre et la personne. Donc même si ton café il est pas bon, ben, finalement, si tu le fais avec le cœur, ça marche bien. Voilà, toujours. Ah du coup, bah, ça y est, Café Cœur est créé. Qu'est-ce que c'est Café Cœur après? Puisqu'au début tu commences, tu tâtonnes, tu fais le festival, mais après tu vas dans des enfin, tu deviens traiteur complète com ouais, complète avec des grosses structures derrière. Qu'est-ce comment tu te structures? Est-ce que tu as des trucs à me donner que je pourrais utiliser pour faire la même chose que toi par la suite? Bah, encore une fois, c'est des trucs, très personnels. C'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est pas avoir peur. Mais j'avais pas peur parce que j'étais enceinte et c'était mes hormones, elles étaient à fond. Bah, ça, je peux pas le faire ça, moi. Non, ça, c'est compliqué, mais tu peux te demander les hormones. Ça, je pense Ouais, que OK, c'est possible. ça c'est possible. Tu veux faire une transition de genre et puis après, non, mais en fait, c'était de pas avoir peur et de pas avoir peur et de toute façon de me dire: «Bon, bah, si ça s'arrête, c'est pas grave, je ferai autre chose. Je suis capable de faire autre chose, je suis capable». J'avais pas encore goûté, je l'avais pas encore fait assez longtemps pour me dire: «Plus jamais j'aurai un patron au-dessus de moi, plus jamais je veux retourner dans le salariat». À cette époque-là, je me disais: «Bon, bah, si jamais ça marche pas, c'est pas grave, je ferai un autre truc de ma vie». Enfin, je retournerai, bosser, dans la mode, je retournerai bosser dans un resto, voilà, j'étais pas inquiète. Pas de peur, donc Non. pas de peur financière, pas de peur de du lendemain? OK. Alors ça, j'ai toujours pas, j'ai des moments très compliqués, il y a des moments très compliqués où je suis là genre: je vais jamais m'en sortir», mais c'est pas un truc qui me freine. C'est pas un truc où je me dis: «J'arrête tout parce que j'ai pas de sécurité financière». Je n'ai pas besoin de sécurité. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est voilà. La sécurité financière pour moi n'est pas, tu vois? Là, l'année dernière, ça n'allait pas, j'ai été faire des extras dans un restaurant. Ah oui. Ah oui.
Voilà, je suis encore, la meuf de 28 ans qui se dit: «Bah, c'est pas grave si je galère, je vais bosser dans un resto, quoi». C'est la vie, en Oui. fait. Ouais et c'est beaucoup d'humilité aussi parce que, beaucoup de chefs d'entreprise, ne feraient pas ça, «Ouais, bah, non, moi je suis responsable, entrepreneuriat, je peux pas redescendre en bas de l'échelle, parce que, bah, j'ai acquis un statut social» et cette humilité, tu l'as naturellement, c'est génial, enfin c'est génial, non, je souhaite que tu aies pas besoin de le faire évidemment, mais je trouve ça hyper impressionnant de se dire que tu peux le faire aussi facilement que ça. Ça a l'air tellement intuitif pour toi, ce qu'elle n'est pas pour beaucoup de monde. Je sais pas si moi je serais capable de redescendre, à un autre, enfin redescendre, c'est même péjoratif parce que c'est pas redescendre finalement, c'est de faire autre chose que ce que je fais. Mon idéal du jour, c'est de grandir toujours et dans la société actuelle, grandir, c'est, devenir important pour plein de choses, mais finalement on l'est toujours, tu l'as dit dès le début, tu es serveuse, mais tu es importante pour les gens que tu sers finalement, parce que, la qualité de ton service va faire dépendre que leur repas est bon ou mauvais parce que, si tu es pas sympa, on va pas aimer le service non plus, on va pas aimer le repas. Donc non, c'est bien, bravo. Enfin, je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots, excuse-moi, mais je trouve ça génial, bravo à toi. Et donc café cœur, OK, ça va pas des fois de temps en temps, mais quand ça va bien, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton leitmotiv avec café cœur? Hem, Mon leitmotiv, bah, c'est de alors vraiment, fondamentalement, c'est que les gens qui travaillent avec moi soient heureux. Ça, c'est un des trucs les plus importants pour moi et il y a vraiment, ch dans l'entreprise une idée de linéarité. Je ne suis enfin, tu vois, quand tu dis: «Oui, redescendre pour aller être serveuse», pour moi, c'est je redescends de nulle part, en fait. Je suis toujours, sur cette ligne-là, en fait. Les gens, qui travaillent avec moi, c'est des gens qui travaillent avec moi et pour moi, on fait tous la même chose. Enfin, là, tu vois, je vais à Paris, la semaine parce que je suis à Bordeaux maintenant, mais je vais à Paris la semaine prochaine. Je vais faire le service sur un événement, le midi. C'est tout à fait normal, ça me gêne pas du tout, et les gens qui enfin, voilà, c'est pour moi, c'est important qu'il y ait un je pense de l'expérience un peu traumatique que j'ai vécue dans la mode, que nous soyons tous heureux et contents de venir travailler, quand il faut travailler. C'est-à-dire quand il y a pas de travail, on ne vient pas travailler. Quand, il y a pas de travail, on reste à la maison ou on récupère ses heures. Enfin voilà, c'est bon, j'ai vraiment pris le contre-pied de ce que j'ai vécu, au bureau, de la mode. Mais encore une fois, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois? C'était une période difficile pour toi la mode justement et finalement, ça t'a fait grandir, en te disant: «Ça, j'en veux pas». C'est un su Ouais, bah, c'est génial parce que, toi, tu l'as rencontré, jeune, enfin rapidement et tu t'en es servi. Certains se seraient effondrés avec ça en se disant, «Je veux pas, mais j'arrive pas à forcément visualiser, ce que je n'aime pas» et toi, tu le prends en disant, «Bah, ça, je veux surtout pas le faire» et du coup, je veux pas de lien de hiérarchie, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est un peu ça que tu as? C'est linéaire, donc on n'est pas dans la verticalité, mais dans l'horizontalité, et il y a j'ai enregistré, il y a quelques jours avec Margot qui me disait, elle était à Londres, enfin en Angleterre et quand elle est revenue en France justement, elle s'est aperçue qu'on n'avait pas la même façon de travailler dans les entreprises. En Angleterre, c'est très horizontal, en France, c'est très vertical. Elle a détesté ça et c'est ce que tu me dis aussi et du coup, elle a arrêté de travailler pour des patrons parce qu'elle ne retrouvait plus du tout, ce côté où, on la mettait en valeur et tu l'as très bien dit, on te dit tous les jours que tu es nul, à la fin, tu finis par y croire forcément, ou alors tu pètes un câble et tu t'en vas et bravo, tu l'as fait. Mais c'est génial de se dire que même les échecs du passé peuvent te servir et aujourd'hui, ils te servent parce que, tu te lèves le matin, j'imagine, tes équipes alors du coup, ils sont salariés avec toi ou c'est des freelances que tu embauches comme tu as pu l'être par le passé? Non, j'ai des salariés. J'ai, 3 salariés, pardon. Et après, oui, sur le ser pour le service ou quand il y a un afflux d'activité, là, on est obligé de travailler avec des Ouais. auto-entrepreneurs. C'est pas Des grave. extras, effectivement Ouais. et donc du coup, ils sont tous au niveau de toi. Ça veut dire que s'ils t'apportent une idée, tu la prends en considération et tu travailles Mmh. autour de leur concept, leur idée ou au final, c'est quand même toi qui choisis, puis c'est tout? Sur les idées en fait, moi, je laisse beaucoup faire les gens. Je fais vraiment une confiance aveugle.
quand j'ai trouvé la bonne personne, c'est confiance, aveugle. Les seuls trucs que je gère et que je veux continuer à gérer, c'est la politique, l'essence, en fait, de la société, donc les fournisseurs, d'où viennent les produits, comment c'est fait, que tout le monde soit, voilà, bien traité. Je peux être pénible avec ça. Mais sinon, tout le reste, c'est confiance, C'est open bar. génial. Fais ce que tu Et veux. et à partir du moment où il reste dans ta ligne, enfin la ligne que tu t'es imaginée pour Café Cœur, moi j'ai lu, que tu avais instauré non, c'est dur comme mot, que tu avais mis en place, une politique zéro déchet, zéro plastique, 0 invendu, enfin ou pas zéro invendu, mais, que tu donnes tes invendus. Ça fait partie de l'ADN de ton activité ou enfin même de ton ADN à toi? Ah oui, hyper important, c'est l'ADN de ma vie. Enfin, c'est pour moi, l'écologie, c'est hyper important, ça l'a toujours été. C'est pas du green, washing, ça fait 10 ans que je fais ça. Je pense que c'est lié, bah, à notre éducation, à la façon dont on a été élevé. Comme je te disais au début, tu vois? Ce que manger, ce que la terre produit, la saison, c'est hyper important et surtout le traiteur, mais ça il y a des quantités de déchets qui peuvent être produits pour un événement. Mmh. Donc voilà, quand on peut, autant réduire ça peut être réduit, donc autant le faire. C'est hyper important. Et pour ça, enfin, comment tu fais? Parce que, je te dirais que ça me semble une évidence même, surtout maintenant, ça l'a toujours été, sauf que, aujourd'hui, ça prend une ampleur encore plus grande. Mais comment tu fais? Parce que, enfin, on le voit, c'est quand même vachement plus facile de mettre à la poubelle tes invendus. Tu as juste à ouvrir le couvercle, à jeter dedans. Là, ça te demande c'est une activité à part entière supplémentaire que tu viens de faire. Ouais, c'est une Est-ce que tu vas organisation. Ouais, comment tu le mets en place? Est-ce que tu te cherches des partenaires? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher ou c'est eux qui viennent te voir? Alors il y a en fait, c'est ce qu'on fait, je vais être honnête, ça arrive pas souvent qu'on ait des choses qui soient pas à manger, parce qu'en fait, sur un buffet cocktail, c'est quand même les gens c'est des petits fours, des choses comme ça, donc les gens mangent. Quand il reste, ça reste pour, les gens, du lieu. On amène toujours des boîtes pour que les gens puissent repartir avec ce qui n'a pas été mangé. Quand il reste beaucoup, ça arrivait avec Éléonore, ma collègue et désormais associée, on prend notre téléphone, on appelle les accueils de nuit et de jour de Paris et puis on prend la camionnette et on va porter des trucs, quoi. Ou alors on va sur des endroits à La Chapelle où on sait qu'il y a du monde, qu'il y a des gens qui vivent dehors, qui dorment dehors et on distribue, enfin on dépose, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, hyper compliqué à organiser. Il y a des assos, il y a des sociétés qui s'en occupent, mais il faut avoir du volume, il faut avoir, enfin, il faut payer. Donc en fait, c'est des trucs qu'on peut et puis nous, on sait pas en fait si les choses vont être mangées ou pas. Donc si je peux pas les appeler à 1 heure du matin en disant: «Bon et voilà, j'ai 5 pour 5 petits fours au saumon qui traînent, est-ce que ça vous intéresse?» En fait, c'est pas possible. Donc c'est vraiment c'est nous qui le faisons, quoi. Ouais et ça te prend du temps du coup? Enfin, du coup, tu en as pas si souvent que ça, et ça te prend du temps dans ton travail au quotidien ou au final, c'est devenu une routine assez simple à mettre en place, comme de se lever le matin, mettre le pied et puis avancer? Ou tu délègues une semaine exprès pour ça? Enfin, comment OK, tu appelles, mais à un moment, ça te prend beaucoup de temps, à mon sens. Non, franchement, mais je te dis, c'est assez rare donc Oui. voilà, quand on le fait, voilà, on appelle et puis on prend voilà, ça nous prend 1 heure quoi, en plus dans notre journée, mais Mmh. Et OK. et tous les gens qui travaillent avec moi savent que c'est hyper important pour moi. Donc tu fais des quantités justes, tu as, 1000 convives, tu fais pour 1000 convives, alors je suis très mauvais, je vais dire des chiffres au hasard, mais c'est 5 petits fours par personne salés, 5 petits fours sucrés et c'est tout, pas un de plus, pas un de moins. Alors moi pour aller souvent à des banquets, où, c'est les gens picorent, je me retrouve toujours le dernier parce qu'il y a une file d'attente énorme et quand j'arrive, moi, il y a plus rien à manger, donc comme ça, c'est réglé. Mais voilà, donc ça passe par une gestion de ta cuisine au départ, j'imagine. Tu disais zéro déchet. À un moment, il y a forcément des déchets quand tu cuisines. Tu enlèves des choses que tu ne cuisines peut-être pas ou alors tu imagines des aliments alors je vais faire des références à des trucs que je ne connais rien, donc je vais faire sûrement des bévues et tu vas me rattraper. Mais, genre mes épluchures de carottes, tu vas pas les jeter, tu vas m'en faire des chips? Non, en fait, c'est zéro déchet sur le buffet. OK. Donc c'est vraiment pas de contenants en plastique, pas de petites cuillères, machin, tout est en vraie vaisselle. On n'utilise que de la vraie vaisselle.
Les boissons qu'on sert sont dans des bouteilles en verre qu'on casse après. Il y a vraiment pas de plastique. OK. Donc Après, ça en ce qui concerne la cuisine, on travaille avec un lieu qui s'appelle Zone Sensible, qui est une zone de maraîchage qui se trouve, à Saint-Denis, qui a 1 hectare de production de légumes et lui, en fait, il vient récupérer notre compost. Donc on a des grandes cuves où on met notre compost et après, Éric, le jardinier vient enfin le maraîcher, pas le jardinier, vient chercher notre compost et hop, c'est remis, dans ses champs, dans son champ. Donc en fait, quand on vient manger chez toi, enfin quand on fait appel à toi, puisqu'on vient pas chez toi, c'est toi qui viens à nous, Ouais. on sait déjà que rien ne sera perdu. Tu vas ramener tout ce qu'il faut, rien ne sera jeté, pas de plastique, pas de déchets finalement. Tu vas, tous tes déchets, qui peuvent être compostés vont être redonnés et pas jetés simplement à la poubelle et tes fournisseurs, tu les choisis de la même manière? Tu vas chercher ceux qui vont, polluer moins que d'autres, qui vont utiliser justement des engrais naturels ou des choses comme ça. Et ça a un coût. Pareil, dans mon esprit, je me trompe encore sûrement, heu, aller chercher du «bio» entre guillemets, ça coûte toujours plus cher que d'aller chercher de la grande distribution qui vient du fin fond du monde, en avion ou en paquebot. Comment tu fais? Parce que ça doit aussi s'appliquer sur tes tarifs à la fin, tout ça. Oui, alors nous, on est très végé. On fait 80% de notre cuisine est végétarienne, donc déjà, on n'a pas le coût de la viande ou du poisson, tu vois? Qui sont quand même des coûts assez élevés. Le légume reste quand même encore, abordable Mmh. dans son prix au kilo, donc on travaille avec, des fournisseurs, ouais, qui font, déjà des produits de saison, parce que nous, c'est voilà, c'est le et qui oui, qui cherchent des références qui sont des produits qui sont bien faits, des produits qui sont bien sourcés, des produits qui viennent de France. Principalement, on n'utilise pas, enfin ça il y a des trucs qu'on peut pas trouver en France, mais on est même si ça vient pas de France, soit bien fait, agriculture raisonnée, agriculture biologique, c'est ce qu'on privilégie. Et ça, tu fais comment pour les trouver? Si j'étais restaurateur aujourd'hui, je me dis: ou je veux me lancer dans la restauration, comment je fais pour aller chercher ces fournisseurs? Ça doit être j'imagine des petites structures, c'est peut-être du coup, c'est pas des grosses structures, qu'on pourrait Ça avoir? s'appelle, désormais, il y a quand même pas mal de structures qui proposent cette offre-là. C'est une offre qui est quand même maintenant, plus courante qu'il y a quelques années, donc c'est quand même assez facile, d'accès. OK, donc on tape sur Google, et on a une liste qui apparaît, puis on les appelle. OK. Ouais, Ou alors on t'appelle, on te dit: «Est-ce que je peux travailler avec les mêmes fournisseurs que toi?» bien sûr, bien sûr. Ah ça, c'est génial. Bon, je mettrai d'ailleurs, dans les notes de l'émission, je mettrai ton lien. Alors tu me diras celui que tu veux qu'on mette évidemment, pour que les gens puissent échanger avec toi. Alors je vais essayer de pas trop te surcharger de gens, hein, mais si, des gens qui ont trouvé ce que tu fais, hyper inspirant et qui voudraient faire un peu le même principe que toi, et pas sur tes plates-bandes, hein, pas à Bordeaux ou à Paris. Enfin, je sais pas, tu travailles au niveau national? Non, alors ils se voient pas tous, mais elle me fait non du doigt. Non, non, je trouve qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Enfin, tu vois, ici là, je suis à Bordeaux, j'ai rencontré des traiteurs, on travaille ensemble, on fait des événements ensemble. Quand, j'ai besoin, ils viennent travailler avec moi. Quand ils ont besoin, je vais travailler avec eux. Enfin, pour moi, il y a vraiment du travail pour tout le monde et c'est hyper important de travailler ensemble, d'être, Ouais, mais vous êtes pas concurrents finalement. De toute façon, tu pourrais pas non, tout faire toute on seule. fait des choses différentes et puis oui, voilà, je pourrais pas, m'occuper de tous les clients de France. Ce serait un Ouais, travail, vaste. ouais, effectivement. Quels ont été, les moments forts que tu as eus, en créant Café Cœur? Ça fait quoi 5 ans, 5 ans, 4 ans, que tu OK, non, oui, c'est encore plus, pardon, excuse-moi. Ouais. Heu, quels sont les moments, qui t'ont, vraiment impacté, aussi bien dans la réussite que dans l'échec, qui aujourd'hui pourraient être un enseignement pour nos auditeurs? Il y a eu plusieurs événements. Il y a eu en fait, donc j'étais enceinte au début et en même temps, mon copain, il passait le CAPES d'histoire-géographie, donc voilà et il l'a eu et au même moment où il l'a eu, j'ai acheté un petit fonds de commerce, à Saint-Ouen où je voulais vendre des sandwichs, où je voulais faire de la vente, quoi. Donc j'ai acheté une petite fleuriste que j'ai retapée, machin, donc j'étais très enceinte. Lui, il était très occupé avec son CAPES. J'ai ouvert et puis en fait en juillet, quand il a eu le CAPES, on a appris qu'il était muté à Nice
et que voilà, il fallait partir à Nice avec, le bébé et le 1er bébé à Saint-Ouen et puis le bébé dans le ventre à Nice. Donc j'ai dû, trouver une équipe et mettre une équipe en place, dans mon local que je venais d'acheter et ça faisait 1 an que j'avais ouvert le traiteur, donc c'était vraiment tout était hyper, fragile, quoi. Et voilà, je suis partie et puis ça a remué, ça a continué, ça s'est fait, j'ai fait confiance, aux gens qui étaient là et voilà et en fait, c'est ce que je viens de refaire en partant vivre à Bordeaux et en laissant, le Café Cœur à Paris, en faisant confiance aux gens qui étaient là et en leur, voilà, en fait, c'est important de faire confiance et de se dire que ça va marcher et en fait, c'est aussi cette posture-là de pas être un patron hégémonique qui veut tout gérer et que tout soit parfait et comme il l'a décidé. En fait, la vie est plus simple quand on décide que tout le monde a sa façon de faire et qu'on peut tous y arriver tant que les règles de base sont respectées, quoi. Effectivement. Et comment tu fais pour gérer à distance, tes équipes? Alors pas gérer puisque c'est pas le terme que tu emploierais je pense, mais, pour échanger avec tes équipes à distance. Tu es à Bordeaux, ils sont à Paris ou et comment tu fais avancer la machine? Bah, on passe beaucoup de temps au téléphone avec, Léonard. Après, j'y vais une fois enfin là, j'y suis pas allée depuis longtemps, mais normalement, j'y vais une fois par semaine. Donc je pense quand même une fois par semaine à dire: «Merci, vous êtes géniaux. Grâce à vous, je peux vivre à Bordeaux avec ma famille et vous êtes là, vous tenez le truc, c'est super, merci». Ça, c'est hyper, hyper important pour moi et voilà. Ouais, donc du téléphone et puis tu rends les gens heureux en les félicitant, en les remerciant, tout le temps, ce que devraient faire, pas mal de patrons. Bon, faut que Bah ça ouais, marche parce aussi que dans l'autre sans sens, hein. sans d'eux, je serais pas là, quoi. Je pourrais pas tout faire, donc je peux pas tout faire, donc c'est sûr que j'ai besoin d'eux. Oui, mais sans toi, ils seraient pas là non plus, donc finalement, c'est un travail d'équipe et c'est génial. C'est cool. Je crois que je t'ai piqué pas mal d'infos. Je sais pas si tu as un truc qui m'a pas marché justement, mais vraiment pas marché et tu as réussi à te relever en disant: «Ça, OK, c'est nul, c'est pourri, on n'y est pas arrivé, on s'est fracassé et mais grâce à ça, on a trouvé un levier de croissance différent, une évolution, peut-être, je sais pas, parce que tu me dis que tu as embauché des gens. Est-ce que tu t'es foiré dans le recrutement? Parce que ça peut arriver. Mais 1000 fois. Ah, c'est dur le recrutement et comment tu fais pour plus te tromper maintenant? Moi, je me trompe encore. C'est hyper dur et parce qu'en plus, je fais hyper confiance, donc en fait, j'ai eu une expérience qui m'a un peu traumatisée. C'est-à-dire, j'ai embauché une fille qui était chef et qui voulait aussi monter son traiteur. Donc j'ai dit: OK, franchement, écoute, tu bosses avec moi, mais si tu as un peu des trucs de ton côté, je t'arrange, quoi, on s'arrange». Et ça a correspondu un peu au moment où je suis partie à Bordeaux et en fait, dès que je suis partie, elle passait des commandes pour sa boîte, elle prenait, les gens de ma boîte pour bosser dans sa boîte. En fait, elle a vraiment passé 6 mois à gratter, à se nourrir sur mon dos, quoi, pour, après me planter et me dire: «Ah ouais, c'est bon, je pars, je monte je lance mon traiteur». Et ça, c'était hyper dur parce que je lui avais fait confiance, elle m'avait trahi et ça, c'était très dur. Et comment tu t'en es aperçu? Je m'en suis aperçue parce que, pendant une période où nous, on n'avait pas d'activité, il y a des périodes où on ne travaille pas beaucoup, il y avait quand même encore des commandes. Elle était pas très maligne quand même. Il y avait des commandes donc je l'ai appelée, je lui ai dit: «C'est quoi ça?» et elle m'a menti, elle m'a dit que c'était, une autre personne qui avait passé cette commande pour, notre truc et en fait, bon voilà, on a capté que et en fait, une fois qu'elle est partie, tout le monde m'a dit: «Bah, en réalité, elle bossait plus pour, son traiteur que pour toi». Enfin, bon ça, c'est le risque aussi d'être loin, tu vois? C'était le pari. Mais c'est Et la cuisine, tu es sur un fil en permanence avec les gens qui travaillent avec toi, donc là, à Bordeaux, j'ai décidé que c'était moi qui ferais la cuisine. Donc là, j'ai commencé le CAP cuisine à distance. Donc voilà, pour plus tu as être repris les études quand même? j'ai repris mes études. Ça Et fait parce que tu en as besoin ou parce que il te manque de la technique, de la technicité, des méthodologies ou c'est parce que tu veux te donner une légitimité en disant: «Bah, j'ai quand même le diplôme»? c'est en fait, hyper souvent quand je cuisine, je me dis que c'est pas bien, que c'est pas bon, que c'est nul, que ça va pas marcher, que les gens vont détester et que Oui, voilà, le je suis syndrome de l'imposteur, quoi. un piètre traiteur. Donc je me suis dit: «Bon, si tu passes le CAP, peut-être que tu te feras
plus confiance. Donc voilà, j'ai commencé à faire des stages, à aller en cuisine parce qu'en fait, j'ai appris toute seule donc je sais pas, tu vois? Donc voilà. Et tu l'as eu, enfin, tu as fini le diplôme ou tu es en plein? Ah, tu viens de le commencer. Ah, Ouais. donc tu nous diras si tu as réussi le diplôme. Tu nous enverras un petit message en disant: «Ça y est, je l'ai. Maintenant, je suis légitime, et maintenant, ce que je fais, c'est encore meilleur que ce que c'était avant». Tu sauras mieux découper les carottes ou mieux Ouais, découper. Ouais, c'est bien, bravo. Ça ouais. sera bon, bah, écoute, c'est génial. On arrive presque au bout de ton épisode. On a eu des petits aléas techniques. Alors évidemment, ceux qui nous écoutent, eux, ne le savent pas, ne le sauront pas. On a eu quelques aléas techniques, donc du coup, ça a un petit peu coupé certaines questions que je pouvais avoir pour toi. Mais il y en a toujours une que je demande à nos invités. C'est si tu avais des outils, par exemple, à donner aujourd'hui, tu vois, pour travailler dans ton entreprise, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises tous les jours et qui t'aident beaucoup, soit dans la gestion du temps, soit la gestion d'équipe, soit dans le budget, enfin peu importe. Est-ce qu'il y a un outil en particulier que tu kiffes et que tu ne voudrais surtout pas voir disparaître parce qu'il t'aide tellement au quotidien, à part le téléphone, puisque tu m'as dit que tu étais au téléphone tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il y a un outil que tu pourrais nous donner? Alors vraiment pas du tout, vraiment moi je suis au Moyen Âge enfin tu vois quand je te disais que l'épisode de mon frère je comprenais rien, vraiment je n'utilise aucun outil. Aucun. Voilà. Donc papier, crayon. Papier, crayon, vraiment papier, crayon, email. Je n'utilise pas ChatGPT, je n'utilise pas, Notion, enfin tous ces trucs-là, je n'utilise rien. Je ne sais pas faire, j'ai l'impression que je perds du temps plutôt que j'en gagne, je n'y arrive pas. Ça ne marche pas avec la matrice. Ben tu vois, ce Ouais. que tu dis est assez juste. Des fois, on cherche des outils pour améliorer notre quotidien. On perd du temps à chercher ces outils, alors que finalement, le papier crayon, un stylo, ça marche très, très bien. Bon, dans notre univers actuel, c'est compliqué pour la compta, par exemple, pour les fiches de paye, les choses comme ça devient de plus en plus compliqué, mais je pense que c'est pas grave, tu es accompagné par un comptable. Oui, voilà, c'est des super comptables qui le font pour moi, donc en fait, non et du coup, enfin, ça me fait rire, mais c'est quand même assez complexe parce qu'on n'arrive pas genre, Éléonore qui travaille avec moi, elle est comme moi, donc si tu veux, ça marche, mais on a eu plein de gens qui sont venus, qui ont essayé de nous tu vois, j'ai une stagiaire à un moment qui était vraiment pleine de bonne volonté, qui voulait nous installer des outils et tout et en fait, elle a arrêté parce qu'elle était un peu dépitée de voir notre non-engouement et notre genre flemme, quoi. Flemme de non. Donc ça marche à 2, mais bon, en fait, on n'a jamais vraiment intégré d'autres personnes dans l'organisationnel parce que notre méthode, elle est un peu, elle est pas très conventionnelle, quoi. Ben, elle fonctionne. Elle fonctionne, elle Eh fonctionne. ben, écoute, c'est le plus important en soi. Ouais, Donc pas d'outil en particulier, ne serait-ce qu'un calepin, puis un stylo, ça ouais. marche très, très bien. Et puis les emails, donc du coup, tu fais quoi? Tu prends en photo, je suis méchant. Tu prends en photo ton papier, tu le mets en pièce jointe dans ton mail et tu envoies ton mail? Je Parce que recopie je recopie et après moi et puis parce que je te disais, je suis hyper, à l'arrache, intuitive, donc ça part comme ça, quoi. Il y a pas ouais, trop de réflexion, quoi. OK. Non, mais ça marche aussi, hein, et peu importe, le but, c'est qu'à la fin, on obtienne ce qu'on a envie d'obtenir. Autre question, j'aime beaucoup, savoir si tu as, au quotidien, tu m'as dit que tu lisais beaucoup et ça m'intéresse beaucoup. Je meuble ma bibliothèque de nouveaux livres depuis que je fais RenaCast, de livres de personnes des intervenants qui sont sur le podcast et qui me donnent le livre de chevet qu'ils aimeraient fournir à tout le monde, toi, quand t'es un ami qui vient, tiens, il est pas bien, tiens, lis ce livre-là, il est génial. Quand il y a quelqu'un qui vient qui discute avec toi, et tu lui donnes le livre, il dit lis-le et tu me le rendras après, tu vas voir, il est génial. Est-ce qu'il y a un bouquin qui est pour toi une référence et qui t'accompagne régulièrement dans ta vie et qui te fait du bien, tu vois, quand tu le lis, tu sais que tu auras soit le sourire, soit envie d'avancer encore un petit peu plus. Alors c'est pas un livre qui fait sourire, c'est plutôt un livre qui fait pleurer. Qui a été écrit par un de mes auteurs préférés qui s'appelle Emmanuel Carrère et qui a un livre qui s'appelle D'autres vies que la mienne, où il compare tout le long du livre sa souffrance à celle des autres. Et je trouve ça hyper important, en fait, tu vois, quand j'ai parlé de ma dépression et tout ça, de se dire qu'en fait, on peut survivre, enfin,
on n'est pas seul en fait, quand on est chef d'entreprise, il y a des moments qui sont vraiment très difficiles. Là, enfin quand on s'est eu au téléphone il y a 3 semaines, je t'ai dit que ça n'allait pas du tout, je pleurais tous les jours. C'était vraiment un moment très, très dur qui est passé parce qu'en fait tout passe et qu'en fait, bah, quand on est au pied du mur, il faut trouver les ressources pour continuer, pour se relever et pour, y arriver et en fait, ça peut m'arriver peut-être tous les 6 mois de me dire: «Bah, j'arrête, c'est fini, je ferme, on n'y arrivera pas, cette fois-ci, c'est la dernière». Alors j'ai de la chance, j'ai un super, reminder qui est mon mec et qui me dit: «Mais Sarah, c'était comme ça il y a 6 mois, t'inquiète pas». Parce que moi j'oublie, mais lui il oublie pas et en fait ce livre, c'est un peu ça, c'est un peu se dire: «Bah, voilà, la souffrance, on souffre tous, il y a tous un moment où on va souffrir» et il y a pas en fait, il y a pas de comparaison, il y a pas d'échelle dans la souffrance, il faut juste se dire que ça passe et qu'on a la ressource, nous les humains d'aller au-delà de ça, quoi et heu et voilà, quand je suis pas bien, je relis ce bouquin, je me dis: «Ah ouais, il y a d'autres gens qui souffrent» et en fait, voilà, c'est C c'est un livre mieux. très triste, mais très beau, très bien écrit, très intéressant, qu'il faut lire, comme il faut Bah, lire écoute, et je le mettrai évidemment dans les notes de l'émission, pour que tout le monde puisse, aller, parcourir ces pages et voir qu'effectivement tout le monde souffre. Tout le monde ne le dit pas par contre, tu vois? Et on a l'impression que les chefs d'entreprise qui réussissent, les Elon Musk, les, Steve Jobs et compagnie, ils ont jamais rien échoué, parce qu'ils ont pas eu de problématique, dans leur vie et finalement quand on regarde de plus près, on voit que le dessus de l'iceberg, la réussite, mais on voit pas tout le cheminement qu'ils ont fait, toutes les erreurs qu'ils ont fait, toutes les problématiques, tous les bâtons dans les roues qu'on leur a mis, parce que pour certains, il y en a pas mal qui ont eu des problématiques. Et intéressant. Alors, je vais le rajouter dans ma bibliothèque. Comme je te l'ai dit au début, j'ai une bibliothèque qui est très très grande. J'ai pas le temps de tous les lire pour l'instant, donc je picore de temps en temps un livre de ceux que j'ai et j'essaye de lire le livre. Alors, je suis pas très assidu, mais j'y travaille. Je crois que je vais me prendre un abonnement à Audible d'Amazon pour avoir les livres audio. Ça sera peut-être une solution plus simple pour moi. Merci en tout cas, je trouve ça génial. Si on veut échanger avec toi, si on a besoin d'un service traiteur et on veut absolument que ça soit toi, alors toi, ton équipe, Café Cœur qui travaille, comment on fait pour discuter avec toi? Où on va? on envoie un email Tu qui est un et Gmail qui est un Gmail que je partage avec Éléonore, donc on est vraiment au OK. degré, voilà, 0. et et ce mail, on le trouve où du coup? Parce que si on ne te connaît pas, on a un site web quand même? On a quelque chose? Il y a un site web, il y a un Ah, site OK, quand même, tu vois? Tu es pas ouais, aussi ouais, niveau ouais. 0 que ça. Bah, j'ai un Donc frère, web développeur, donc tu vois, je m'en suis servie. oh non, il t'a aidé plutôt. Il m'a aidée. Donc un site web, donc je mets le lien du site web dans les notes de l'émission et de là on trouve ton contact. Oui. Tu as un profil LinkedIn, Instagram où on peut liker tout ce que tu fais? On peut pousser Instagram, tes oui, Instagram. Instagram, je mettrai aussi, ton Instagram alors, comme ça tout le monde pourra te suivre et échanger avec toi et te dire: «Bah, écoute, bravo à toi parce que tout ce que tu as fait, on est nombreux à ne pas pouvoir le faire ou ne pas y être arrivés et malgré toutes les problématiques que tu as rencontrées, à chaque fois tu te relèves et dans 6 mois, ça ira peut-être pas, mais n'oublie pas que 6 mois en arrière, c'était déjà ça et ça recommence». Alors, je vais te laisser, là, ça va être la dernière question et puis après je te laisse vaquer à tes occupations. Hem c'est la question que je pose à tout le monde, c'est celle que je préfère moi. Si tu pouvais t'asseoir, si tu avais la capacité de revenir dans le passé, mais loin, et t'asseoir, aux côtés de la petite, Sarah de 12 ans, qui cuisinait, ou qui était, près de sa grand-mère en train de cuisiner, qu'est-ce que tu lui dirais? Ne change pas. Je suis toujours la même personne, je crois. Donc j'ai toujours été, voilà, comme ça, très confiante dans la vie et confiante surtout confiante, je fais beaucoup confiance aux gens, j'ai toujours fait beaucoup confiance et ça m'a toujours aidée et servi donc voilà. Je lui dirais de garder le cap. Eh beh, écoute, garde le cap. Tu devrais te le redire de temps en temps, tu vois, quand ça va pas. Garde le cap, ça se passe bien, fais confiance, sois heureuse et puis, tout ton entourage l'est aussi et a priori ça se passe bien, même si des fois il fait un peu gris, mais c'est pas grave, les nuages passent, facilement.
Merci Sarah, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Très heureux de t'avoir, rencontré, découvert et j'espère que, ça se passera toujours très bien pour Café Cœur et tous tes autres projets si tu en as d'autres et je sais pas, on pourrait se recroiser d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans au micro de Renacast et là tu me diras toutes les évolutions, tout ce qui a changé, tout ce qui t'a fait grandir et tout ce que tu as rencontré comme problème et comment tu les as résolus. Merci beaucoup pour m'avoir donné ces quelques instants. Je te souhaite une bonne continuation et puis je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de Renacast. Ciao. Avec plaisir. Merci à toi, Nicolas. Merci. Salut. Salut. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.